bonjour et bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir pour vous présenter en avant-première les résultats d'un baromètre sur le marketing personnalisé. Résultat d'une étude menée entre décembre et février 2019 auprès de 300 marketeurs. Et l'idée de ce baromètre, c'est de vous fournir à vous, dans cette salle, des éléments de benchmark. Des éléments de benchmark qui vont vous permettre d'aller éventuellement discuter de vos budgets, de vos plans marketing avec votre DG, avec votre direction financière, avec vos collègues de l'IT, histoire d'avoir un plan sur 2019-2020 qui soit en cohérence avec le marché. Voilà. Alors, je me présente, Marc Desenfants, je dirige Actito France. Et pour nous accompagner dans ce baromètre, nous avons collaboré avec la société Columbus, ici présente. Merci Marc, bonjour à tous, bienvenue, merci de votre présence. Donc moi je suis Jonathan, je suis manager chez Columbus Consulting. Donc on intervient sur différents sujets que je présenterai juste après, mais précisément sur des sujets digital, data et innovation. Et donc nous avons collaboré avec Actito sur ce fameux baromètre que nous allons vous restituer, en tout cas vous restituer les insights en primeur et en avant-première aujourd'hui. Alors avant de se lancer directement dans le baromètre, on va quand même vous présenter nos sociétés respectives parce que tout le monde ne connaît pas forcément ni Actito ni Columbus. Donc ça sera à peu près 10 minutes de présentation initiale. Ensuite, on aura un chapitre sur quels sont les éléments clés de la personnalisation en termes de marketing digital. Donc ça, avec des exemples très concrets à l'appui, on a 4 use cases à vous partager. Et ensuite, on pourra rentrer dans le détail du baromètre. À l'issue de cette présentation, si vous avez des questions, on va se garder 10-15 minutes, je pense, pour des séances de questions-réponses. Et si vous souhaitez évoquer ces sujets avec nous, n'hésitez pas, après la présentation, à aller retrouver l'équipe Actito qui est au fond de la salle. Relevez les bras, voilà, super, ils sont sympas, ils sont beaux, ils sont adorables. N'hésitez pas à aller les voir. Voilà. On attaque. Allez, on attaque. Voilà, donc qui est Actito? Donc c'est un éditeur de logiciels de marketing automation qui a 19 ans d'existence et qui est présent partout en Europe et au Canada, qui regroupe plus de 100 collaborateurs et qui a une caractéristique, c'est que nous associons toujours la technologie et l'humain. Pour nous, les deux sont indissociables. Votre succès, ce n'est pas uniquement lié aux fonctionnalités d'un logiciel, c'est surtout à la capacité que vous avez à l'utiliser. Et c'est pour ça que les équipes d'accompagnement chez Actito sont très développées pour permettre à nos clients d'aller au bout de leur plan marketing. Alors, on a plus de 250 clients, donc je ne vais pas tous vous les citer, mais vous en avez quelques exemples ici, Allociné, Etam, Mobilepar, Relais Château, Prisma Media. Donc vous voyez qu'on est très présent dans les secteurs du retail, du média, mais également du tourisme, de l'automobile, en B2B. Bref, on est une plateforme généraliste et on peut répondre à tous les besoins marketing. Et notre mission, tout simplement, c'est de vous rendre meilleur. De vous rendre meilleur marketeur en vous permettant d'obtenir, des résultats financiers tangibles, parce qu'en général, vous êtes attendu par votre direction financière ou votre DG sur c'est bien sympa les investissements marketing, mais ça rapporte combien ? Je ne pense pas que vous ayez échappé à ce genre de discussion dans le passé, n'est-ce pas? Je vois qu'ils acquiescent douloureusement. Donc oui, notre objectif, c'est de faire gagner de l'argent en activant les opportunités commerciales tout au long du cycle de vie client. Et puis tout ça doit être fait à moindre coût avec une productivité maximale. Et cette productivité, elle est liée à la simplicité d'utilisation du logiciel. Un logiciel, aussi puissant soit-il, doit rester simple à utiliser pour les marketeurs et il ne doit pas avoir à faire appel à des consultants experts ou des techniciens ou des IT pour faire tourner un logiciel. Voilà, ça c'est notre credo. Et donc tout est conçu dans Actito pour que vous soyez en parfaite autonomie. Alors Actito va permettre de personnaliser vos parcours clients en combinant deux choses. La puissance du logiciel, donc ce qu'on a en haut à gauche, et notamment la puissance des data, parce que tout part de là, évidemment, tout part de vos data, qu'on va pouvoir exploiter à la fois en ciblage et en personnalisation.
Et puis, votre intelligence à vous de marketeur pour scénariser vos parcours clients. Évidemment, on n'est pas là pour faire votre job de marketeur, on est là pour vous fournir les moyens d'adresser le fameux bon message à la bonne personne au bon moment, avec le bon canal. Actito vit dans un écosystème, c'est-à-dire que notre caractéristique, c'est d'être très ouvert sur le monde et d'avoir des connecteurs et des API très ouvertes qui vous permettent de travailler dans ce qu'on appelle un best of breed, c'est-à-dire de relier entre eux vos différents outils marketing et d'en faire une suite cohérente et efficace. Et finalement, le mieux, c'est d'écouter nos clients, parce que moi, je peux vous faire tout un speech, mais en 1 minute 30, nos clients vont pouvoir vous expliquer pourquoi ils ont choisi Actito. Mais notre direction a décidé que c'était mieux de partir avec des best of breed, donc avec les meilleurs du marché. Et c'est dans ce contexte-là que Actito a été choisi l'année dernière. L'objectif, après, d'un point de vue plus opérationnel, c'est qu'on voulait absolument être autonome au marketing, autonome vis-à-vis de nos équipes de dev en interne, mais également autonome vis-à-vis des équipes d'Actito. Donc, on n'a pas tout fait tout seul, mais aujourd'hui, moi, je ne veux pas avoir envoyé un mail ou décrocher mon téléphone si j'ai besoin de faire un nouveau ciblage ou de mettre en place un nouveau scénario. Et extrêmement important aussi, le sizing du setup. C'est-à-dire que dans notre bench, on a rencontré pas mal d'acteurs qui nous proposaient une solution comme ça. On savait qu'on allait utiliser ça. Et ce qui nous a plu chez Actito, c'est qu'ils ont fait l'inverse. Ils sont partis de notre besoin. Ils nous ont proposé un sizing, enfin un setup avec la même échelle, tout en restant agile, comme aime bien le dire Marc. C'est-à-dire qu'on avait quand même un peu d'ambition et qu'on voulait faire évoluer nos besoins. Et le setup a évolué avec nous. Donc on est satisfait complètement d'Actito, et même s'il y a eu quelques aléas, vu qu'on est très ambitieux, il n'y a jamais eu de blocage. On a toujours trouvé une solution et ça a toujours fonctionné. Donc on peut dire maintenant, en 1 an, que c'est un projet qui a été à l'équilibre. L'arrivée d'Actito nous a permis aussi de multiplier nos campagnes. Faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, il y a même 6 mois, on passait par une agence pour créer un simple email. Ça prenait 15 jours, il y avait des allers-retours, des validations. Ce n'était pas le club qui envoyait ses mails. Aujourd'hui, on est très réactif. Et puis, le dernier point, et Actito est là aussi pour ça, c'est que 100% de nos actions marketing, que ce soit les emails, les SMS, les jeux concours, les pushs de notre application, sont 100% internalisés. On n'a pas d'IT au sein de la Saint-Etienne, on n'a pas de développeurs, mais aujourd'hui, grâce à Actito, on peut automatiser toutes nos actions marketing grâce à ça. Voilà, donc je ne sais pas si le son était terrible, mais sachez que ces vidéos, vous les retrouvez sur notre site, puisqu'elles ont été enregistrées lors de nos conférences annuelles Actito Day qui se tiennent au mois de mars. Parfait, merci Marc. Alors effectivement, si les solutions marketing et logiciels doivent être autoporteurs et fonctionner en totale autonomie, il y a des sociétés de conseil et des cabinets de conseil qui ont vocation justement à faire atterrir ces outils dans vos écosystèmes. C'est-à-dire que quand on arrive chez un client, par définition, il y a un historique, il y a un legacy system, et donc il y a un legacy d'une part, et il y a également de nouveaux besoins qui émergent, notamment côté marketing d'autre part. Et donc le rôle d'un cabinet comme le nôtre, c'est vraiment de faire atterrir ces nouveaux outils avec un driver vraiment business dans vos écosystèmes existants. Donc Columbus est un cabinet de conseil indépendant. On intervient sur des chantiers de valorisation de la donnée pour des clients de tout secteur, retail, médias, énergie, industrie et tout ce que vous pourrez avoir en tête. Je dirais que les problématiques de nos clients peuvent se résumer en fait en 3 questions. La première, c'est comment utiliser le digital et la data pour améliorer son modèle opérationnel. Donc là, ça va être des missions assez précises sur digitaliser des processus, poser un cadre de gouvernance pour la gouvernance de la donnée, justement, refondre par exemple des parcours clients internes pour améliorer son efficacité opérationnelle. La deuxième question, c'est comment utiliser le digital et la data pour améliorer son business existant. Donc là, on va travailler sur des parcours clients, des clients externes, donc des clients au sens premier du terme. On va aider nos clients à y voir beaucoup plus clair en fait, dans cet environnement tech, martech. Et je pense que le salon e-marketing est assez parlant de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment une myriade de solutions. Et donc nous, notre rôle, ça va vraiment être justement d'aider nos clients
à y voir plus clair, à essayer de définir quelle est la solution qui répond à leurs besoins, en commençant par définir leurs objectifs business et des use cases business. Et ensuite, je dirais, tirer la pelote à partir de ça. Et la troisième question à laquelle on aide nos clients à répondre, c'est encore une fois comment utiliser le digital et a fortiori la donnée et les nouveaux sets de données qui sont disponibles dans l'entreprise pour créer de nouvelles propositions de valeur. Donc c'est comment créer de nouveaux business autour de cette donnée, comment renforcer son propre business sur par exemple l'industrie du programmatique, dans la mesure où on est capable de collecter un maximum de connaissances clients et donc de valoriser ça dans cette industrie et dans le cadre de campagnes publicitaires. Voilà, donc c'est tous ces sujets qu'on bat en brèche pour nos clients. Alors rapidement, avant de rentrer effectivement dans les use cases que Marc a évoqués juste avant, l'idée c'est de partager avec vous en fait quelques constats dont je suis à peu près sûr aucun de vous aura échappé. Donc on est effectivement dans ce qu'on appelle aujourd'hui dans un monde qui est drivé par la donnée. Et donc le premier constat en fait qu'on fait en tant que marketeur, mais aussi je dirais en tant que consommateur et au-delà de ça en tant que citoyen, c'est une accélération du volume de données disponibles. Alors quand on parle de données, on peut parler de deux choses. Un, on peut parler de données brutes. Donc là, c'est ce qu'on essaye de représenter ici, c'est-à-dire de la donnée média, de la donnée de géolocalisation, de la donnée device, tout ce que vous pouvez avoir en tête, mais également de la donnée, on va dire, calculée, dérivée sur la base de ces données brutes. Donc c'est de la donnée de scoring, de l'appétence, de l'intention. Donc là, qui sont des données, là pour le coup, ce sont des exemples très marketing, mais qui sont des données qu'on va être capable de dériver et de calculer sur la base de vos propres capacités de calcul, donc soit les vôtres que vous auriez internalisées, ou soit des capacités de calcul que vous auriez externalisées par le biais de partenaires. Et ce qui fait qu'on va rentrer quelque part dans les prochaines années dans un monde qu'on pourrait qualifier à deux vitesses. D'une part, des entreprises qui vont uniquement traiter de la donnée brute, et d'autre part, des sociétés qui pourront, sur la base de capacités qu'elles auront construites, vraiment sortir de l'intelligence sur la base de ces données. Donc une accélération du volume et donc de la capacité à transformer cette data en intelligence. Le deuxième élément qui peut être vu, je dirais, comme une cause du premier constat, c'est qu'effectivement, on est face à des clients qui ont des parcours qui sont de plus en plus hybrides. On va commencer à chercher de l'information sur Internet, on va éventuellement aller essayer un produit en magasin, puis on va effectuer l'acte de vente sur son mobile pour ensuite retourner en magasin pour du service après-vente, typiquement. Et donc ça suppose quoi? Ça suppose des clients qui laissent des traces en fait, sur différents types de canaux. Et donc tout l'enjeu pour un marketeur, c'est d'adresser une question centrale qui est en fait la cohérence multicanal. C'est-à-dire que face à ces parcours, on a mis en face différents dispositifs, des dispositifs vraiment de push marketing tels que l'email, social marketing, tout ce qui est display. Et donc l'idée c'est de se dire comment je vais être capable de pousser le bon message au bon moment sur le bon canal, étant donné que j'ai des clients qui face à moi ne sont plus monolithiques dans leur parcours. Et enfin le troisième élément, quand on pense en fait à des stratégies marketing et en l'occurrence à la création par exemple de campagnes ou même de produits, l'idée c'est de dire que les clients aujourd'hui, surtout quand on parle de digital, sont des clients qui sont extrêmement matures en termes d'expérience, du moins extrêmement exigeants. C'est-à-dire ce sont des personnes qui utilisent des produits issus des GAFA, qui en général proposent des interfaces extrêmement intuitives et cohérentes sur l'intégralité des devices, qui vont proposer également des expériences qui sont très personnalisées. La personnalisation est vraiment un enjeu clé. On voit aujourd'hui qu'il y a des business qui sont capables de disrupter des industries uniquement sur la personnalisation. On pense par exemple à des entreprises comme Netflix, qui finalement va baser sa supériorité et qui va dominer en fait le marché de la VOD, uniquement en étant capable d'avoir un algorithme qui permet de proposer le meilleur contenu à la personne qui va consommer en fait ces films et ces séries. Donc la personnalisation, ça peut être vraiment un enjeu très très différenciant et un enjeu de rupture dans certaines industries. Et enfin, la haute disponibilité des services en général et du service après-vente. On peut penser à des sociétés comme Amazon ou à d'autres e-commerçants qui mettent la barre en fait extrêmement haute sur ces différentes dimensions. Donc parmi effectivement tous ces constats et les quelques leviers en fait qu'on vient d'évoquer, à juste titre, je pense que tu seras d'accord avec moi Marc, mais la personnalisation est un levier assez fondamental. Parce ce qu'on mesure tout simplement, encore une fois, vu que notre ambition c'est de vous faire gagner de l'argent en améliorant la performance des campagnes, on s'assure auprès de nos clients qu'il y a un impact. Et on a effectivement des mesures, et on le verra tout à l'heure, avec des gains de 30-70% sur des campagnes qui sont personnalisées
de bout en bout versus des campagnes de masse. Donc c'est évident, il y a un impact. Maintenant, quand c'est mal fait, ça se retourne contre vous et c'est l'effet boomerang et vous en prenez plein la figure. Donc il faut vraiment être très vigilant sur la façon dont on le fait, la qualité des data et la qualité des outils derrière. Exactement, et je dirais même avant de parler de la qualité des data et la qualité des outils, donc qui sont super importants, c'est commencer toujours par se poser la question de ok, quel est mon objectif business quand je déploie une stratégie de personnalisation quelle qu'elle soit. Nous, ce qu'on a l'habitude de faire avec nos clients chez Columbus, c'est vraiment de les aider à évacuer la question de l'outil, je dirais, quand il s'agit de cadrer stratégiquement le projet. Donc l'idée, c'est d'abord de définir voilà, quels sont mes grands objectifs marketing. Et la réalité, c'est que les grands objectifs marketing n'ont juste pas changé en fait depuis 30 ans. C'est toujours les mêmes. C'est je veux développer mon business, je veux convertir plus de clients, je veux éventuellement qu'ils soient plus satisfaits, mieux les servir. Et éventuellement, le nouveau point serait tout ce qui est optimisation de user experience, parce qu'on est dans un monde, je dirais, voilà, cross-device, dans lequel on est exposé à des expériences qui doivent être cohérentes. Mais in fine, les objectifs ne bougent pas. Et donc, les questions business fondamentales restent les mêmes. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, pour déployer, je dirais, des stratégies end-to-end de personnalisation, eh bien, on a un certain nombre de piliers. Alors, schématiquement, on les a regroupés au nombre de 5 piliers, mais qui représentent en fait les capacités, les capabilities en anglais, vos capacités en fait à exécuter sur des use cases de personnalisation. Premier élément, ça va être bien entendu tout ce qui est organisation et gouvernance. On en parlera un petit peu plus après, mais faire atterrir un outil tel que Actito, par exemple, qui est vraiment à la frontière entre le CRM et le digital, ça suppose derrière des enjeux de change et de remaniement des équipes et d'interdisciplinarité. C'est le premier point. Il y a des enjeux effectivement en termes de UX et de personnalisation, des enjeux en termes de data qui, in fine, doivent être transformés en intelligence, CF, mon point précédent sur les constats, et bien sûr, faire en sorte qu'on ait un écosystème de solutions qui soit cohérent et qui répond à nos use cases business. Voilà, donc désolé pour cette petite parenthèse peut-être un peu trop théorique, donc on va rentrer tout de suite dans les use cases. Voilà, quelques use cases pour illustrer ce qu'est concrètement la perso et comment nos clients et les clients de Columbus la mettent en pratique avant de rentrer dans le baromètre. Alors là, on a choisi un exemple qui est balinea.com. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est donc un de nos clients. Et là, on a une perso qui est liée au timing. Parce qu'effectivement, Balinea vend une gamme de soins assez large. De la coiffure, du massage, de l'épilation, etc. Et il n'y a pas les mêmes rythmes de consommation de ces différents services. Donc, faire une relance systématique un mois plus tard après chaque soin n'aurait pas vraiment de sens si on ne prend pas en compte la nature de chaque soin. Et puis deuxième chose, est-ce que c'est mieux de faire la relance par exemple là, si on prend un massage 3 mois, parce qu'ils ont établi que c'était une fréquence optimale, est-ce qu'il faut faire la relance à J plus 90 jours ou est-ce qu'il faut attendre le samedi? Parce que c'est souvent le samedi qu'on va programmer son massage. Donc, ils ont pris un scénario Actito très simple. Voilà, j'ai un massage ici. J'ai donc un client qui a acheté un massage. Donc, 3 mois plus tard, je déclenche une relance automatique et je vais tester 2 branches. Je vais faire une branche où je relance à J plus 90 jours et une branche où je vais relancer le prochain samedi après les 90 jours. La nuance est subtile. On pourrait se dire, vraiment, c'est jouer avec des cheveux. En fait, le résultat est assez bluffant. Si tu veux juste cliquer sur le petit bouton pour avoir le résultat. Voilà. Le résultat, c'est tout simplement qu'en attendant le prochain samedi, ils observent une augmentation du taux d'ouverture de 30%. Donc c'est considérable. Et c'est en faisant ce genre d'optimisation, d'A/B testing permanent, que Balinea a réussi vraiment à optimiser à fond son programme. Et j'insiste que l'A/B test, ce n'est pas seulement sur le contenu, mais c'est aussi sur le moment. Et amusez-vous avec vos outils ou avec Actito si vous avez la chance de l'avoir. Pub. Vous allez voir que vous allez vraiment optimiser vos campagnes. Et puis évidemment, excuse-moi, juste en arrière, on voit ici qu'il y a aussi la personnalisation sur le contenu, hein, bien sûr. Les deux sont conjugués. Voilà. Alors, un deuxième use case, puisque vous êtes tous en train de préparer vos vacances.
Alors, il y en a certainement certains d'entre vous qui vont partir en camping. En l'occurrence, Campéole, qui est un des clients Actito, a une tactique qu'on a trouvée vraiment très intéressante. En début de saison, c'est-à-dire à peu près maintenant, à partir de mars, ils font des campagnes, donc celle de gauche, qui sont très génériques, où ils vont présenter toute leur gamme. Montagne, lac, campagne, mer, etc. Et puis, en fonction du produit sur lequel le consommateur a cliqué, ils vont faire une série de relances qui vont être de plus en plus fines, de plus en plus personnalisées. Donc là, typiquement, prenons le cas de quelqu'un qui a cliqué sur un camping en bord de mer. La newsletter d'après qu'il va recevoir 10 jours plus tard ne parle que de bord de mer. Voilà. Et donc, elle contient tous les campings en bord de mer avec une offre France, Espagne, Méditerranée, Atlantique, Manche, mer du Nord, etc. Et du coup, troisième étape, la personne va cliquer sur Aquitaine. Et du coup, 10 jours plus tard, la newsletter que vous voyez ici, c'est le résultat de ce focus, ou ce deep down, où on va recevoir un mail qui va présenter tous les campings de la région Aquitaine. Voilà. Et le résultat de ça, c'est qu'on augmente les taux d'ouverture, on passe de 16 à 38% d'ouverture d'un message à l'autre. Donc, encore une fois, la personnalisation sur le contenu et en fonction des centres d'intérêt non pas déclarés, mais observés à l'instant T, permet d'augmenter considérablement les performances des campagnes. Alors effectivement, donc, il y a cette logique de personnalisation itérative sur la base de multiples campagnes envoyées. Moi, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est 2 autres exemples de use case où la personnalisation est importante. Mais on va essayer de mêler de la donnée qui est issue de différentes sources. Typiquement, donc, un cas qui est porté donc, par une célèbre marque de distribution d'électroménager, où on va avoir la capacité en fait, de recibler en digital et en personnalisation digitale sur la base de comportements qui sont à la fois online, mais à la fois offline, c'est-à-dire un achat en magasin. Donc là, dans ce use case-là, qui pour le coup est un use case qui ne demande pas forcément une extrême maturité, je dirais, en termes d'adoption d'écosystèmes, en termes de maturité technique, en fait. C'est des use cases qu'on voit déjà chez nos clients, où là, on va avoir effectivement un achat en magasin, en l'occurrence une télévision. On va être dans la capacité de faire le lien entre notre outil de gestion de caisse et un CRM, dans lequel on va collecter un certain nombre d'informations personnelles. Et derrière, l'idée, ça va être de se dire, très bien, j'ai une base CRM, dans quelle mesure je vais être capable d'enrichir cette base CRM avec du comportement digital. Et donc ça, c'est tout l'enjeu des familles d'outils. Alors, le marketing automation est une famille d'outils qui, justement, travaille, je dirais, à la frontière du digital et du CRM, mais c'est également un véritable enjeu pour des familles de solutions que vous devez connaître ou dont vous avez entendu les acronymes, que sont les CDP, les Customer Data Platform. Donc l'idée, c'est qu'on voit en tout cas arriver chez nos clients toute une suite d'outils qui du coup abolit les frontières entre la donnée personnelle et la donnée digitale. Tout ça bien entendu cadré par le règlement RGPD qui nécessite qu'on ait bien entendu le consentement des utilisateurs pour pouvoir manipuler et éventuellement activer cette donnée. Donc dans ce cas-là, on a eu un achat offline, très bien. Et on va être capable d'enrichir ce comportement avec de la navigation. En l'occurrence, là, il s'agit d'une personne qui est cliente et qui a montré un intérêt pour tout ce qui est enceinte connectée et assistant vocal. Et donc, l'idée, c'est qu'on va être capable, dans notre outil, de créer, de segmenter cette personne et de la mettre dans un segment client, appétence, usage tech. Et une fois qu'on est parvenu à créer ce segment, qui est un petit peu, on va dire, le nœud technique de ce use case, c'est la chose la plus compliquée. On va passer par des techniques de CRM onboarding, notamment sur l'ouverture d'email, etc. Une fois qu'on a segmenté ce client, après, l'idée, ça va être de pouvoir justement lui adresser une communication personnalisée, par exemple via son ISP, son gestionnaire de campagne email, avec, pourquoi pas, l'envoi d'un bon qui est tout de suite utilisable dans le magasin à côté, qui est situé à côté de chez lui. Donc ça, c'est un premier élément. Et on va travailler donc, sur des KPI qui sont relativement classiques, donc des KPI de conversion, des KPI de satisfaction,
des KPI qui sont liés en fait à la gestion de la valeur client, la fameuse lifetime value. Et pour exécuter ce use case, encore une fois, le niveau de maturité technique est demandé et pas non plus délirant, dans le sens où il vous faut effectivement un CRM, ça je pense que c'est le cas d'à peu près tout le monde. Il vous faut un outil de gestion de campagne, ça je pense que c'est le cas aussi de bon nombre de personnes dans la salle, et éventuellement une brique qui permet de réconcilier ces deux types de données, et bien évidemment un outil d'analytics pour mesurer tout ça. Alors, le deuxième use case qu'on souhaitait vous présenter, lui, il est différent à deux titres. Le premier, c'est qu'on va parler vraiment de service client. Donc là, on est vraiment dans du post-achat, premier élément. Deuxième élément, là, on est quand même, je dirais, sur un niveau de maturité technique et en termes d'écosystème qui est un petit peu plus poussé. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez un groupe hôtelier très connu qui a donc un service client, donc un call center qui reçoit beaucoup d'interactions en inbound. Et donc, on va avoir un client qui va faire une réclamation suite à une succession d'erreurs de facturation. Et donc là, ce qui va être intéressant, encore une fois, pour le téléconseiller qui gère en fait justement toutes ces réclamations, ça va être capable de recontacter la personne, non seulement pour lui parler de son problème, mais également pour lui proposer une solution qui soit adaptée véritablement à son profil. Donc là, l'idée, ça va être d'enrichir en fait les informations que je peux avoir et la fiche client que je peux avoir dans mon outil, de service client, avec de la donnée first party CRM. Donc quel est l'historique en fait de cette personne, quelle est sa valeur client, qu'est-ce qu'elle a consommé récemment, etc. Et de deux, des données issues du monde digital. Et là, en l'occurrence, dans cet exemple, ce n'est pas de la donnée first party ni de la donnée partenaire, c'est vraiment de la donnée qu'on va aller acheter sur le marché. Donc c'est de la donnée third party qu'on peut aller acheter auprès de différents data brokers et qui du coup peut nous donner, je dirais, un vernis qualitatif supplémentaire vis-à-vis du profil qu'on a en face de nous. Là, en l'occurrence, il s'avère qu'il s'agit d'une personne qui marque un fort intérêt pour le sport et pour le football en particulier. Et donc là, l'idée, ça va être, encore une fois, pour le téléopérateur qui doit gérer cette réclamation, de non seulement résoudre le problème, mais résoudre le problème de manière personnalisée, avec, pourquoi pas, donc une attention particulière. S'il s'agit d'un client, par exemple, premium, avec une valeur extrêmement forte et qui représente un intérêt stratégique pour le groupe, l'idée, ça va être vraiment de prendre soin de ce client-là et de éventuellement lui pousser, en plus d'une réclamation qu'on va résoudre, de lui poser par exemple une offre en lien avec des partenaires et surtout en lien avec ses appétences et avec sa passion pour le football. Donc clairement, ce type de use case met en jeu un certain nombre de briques qui sont des briques qui vont collecter en silo un certain nombre de données. Donc effectivement, on aura une plateforme omnicanal qui va gérer toutes les interactions du service client sur les différents canaux. Puisque bien entendu, on va avoir le téléphone, mais on a également des réclamations qui viennent du mail, on a des réclamations qui viennent des réseaux sociaux, etc. etc. Et donc, il va falloir être capable en fait, de réconcilier toutes ces sources de données hétérogènes, qui plus est avec de la donnée first party et de la donnée third party, pour que notre téléconseiller ait une vision, je dirais, hyper qualitative de son client et de pouvoir agir en conséquence. Voilà, donc voilà pour ces exemples assez concrets. Sur ces logiques de campagne et sur ces logiques de personnalisation. On a évoqué donc, les 5 piliers précédemment de la personnalisation, et là on voulait zoomer en fait, sur 2 piliers en particulier qui nous paraissent essentiels. Le premier pilier, c'est un enjeu, je le disais précédemment, véritablement d'organisation et de gouvernance. Donc historiquement, les équipes de nos clients, et du moins les équipes marketing, sont vraiment organisées en silos et en silos par canal. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement les équipes qui vont faire de l'acquisition, on va avoir des équipes qui vont plutôt faire du CRM et plutôt du nurturing, etc., des campagnes de follow-up de leads, ce genre de choses. Et on va avoir des équipes qui vont s'occuper de la publicité sur lieu de vente et de gérer tout ce qui est strategic planning, mais sur des supports qui ne sont pas digitaux. Et donc, toute la logique, en fait, c'est de passer d'une organisation qui est vraiment centrée sur les canaux et sur ses propres process, à une entreprise qui va être centrée en fait sur le client. Et donc passer d'un marketing, je dirais, de campagne ou de produit à un marketing d'audience, où l'idée, ça va être vraiment de rentrer en contact avec le client au moment
qui est le plus intéressant et pas forcément le moment qui est le plus intéressant pour nous par rapport à notre plan de campagne, en fait. Donc il y a toute une logique d'agilité et de flexibilité derrière à laquelle ne répondra pas les outils que vous allez embarquer. C'est-à-dire que le sujet qu'on a avec des outils comme Actito, c'est des outils qui, par définition, dans la manière dont ils sont codés et dont ils sont pensés, impliquent de l'interdisciplinarité dans les équipes. Parce qu'on va manipuler de la donnée CRM, on va manipuler de la donnée digitale. Et donc nous, ce dont on se rend compte chez nos clients, c'est que ils vont intégrer des outils, mais finalement, derrière, ils ne vont pas avoir les compétences organisationnelles pour exploiter 100% des fonctionnalités de cet outil. Et donc, nous, on a tendance à dire deux choses à nos clients, c'est-à-dire, soit effectivement, on fait un véritable projet de réorganisation autour du nouvel outil qui va arriver pour l'exploiter à 100%, soit on estime que, bah non, dans ce cas-là, si derrière, on n'exploitera pas à 100% cet outil, autant saturer les capacités de ces outils existants et donc du coup être peut-être moins ambitieux sur les use cases qu'on souhaite pousser d'entrée. Donc je dirais qu'il y a un équilibre et un arbitrage à faire de ce point de vue-là. Mais en tout cas, voilà, si on veut pousser à fond la puissance des outils qu'on embarque et surtout tous ces nouveaux outils Martech, l'idée c'est de repenser un petit peu l'organisation dans laquelle on travaille et typiquement arrêter d'avoir en fait ces murs et ces silos entre les équipes CRM par exemple, les équipes digitales qui vont faire de l'acquisition, qui vont faire de l'analytics. Je veux dire, aujourd'hui, les segments qu'on va retoucher en CRM intègrent de la donnée digitale. Et puis derrière, quand on va faire de l'acquisition, on va vouloir faire des campagnes de notoriété dans lesquelles on va souhaiter mettre en repousseur nos propres clients. Donc en fait, il y a vraiment un système de revolving doors entre ces deux mondes-là. Et donc ça suppose des équipes qui travaillent main dans la main plutôt que retrancher chacun derrière son activité et chacun derrière sa base de données. Donc ça, c'est un enjeu qui est crucial. Et le deuxième enjeu, bien entendu, c'est de monter un écosystème de solutions qui va répondre, encore une fois, à nos enjeux business. Encore une fois, toutes les missions qu'on pousse qui sont liées au digital et au data marketing sont tirées par le driver business qui, encore une fois, en termes d'objectifs pour les marketeurs que vous êtes, n'a pas changé, n'a absolument pas changé depuis des dizaines d'années. Donc schématiquement, quand on parle d'écosystème de solutions, on a regroupé en fait, conceptuellement les choses en trois grandes phases. La première, évidemment, ça va être capable de collecter et d'analyser de la donnée. Donc là, j'en reviens à mon point précédent sur les entreprises qui sont capables de collecter de la donnée brute versus celles qui sont capables non seulement de collecter de la donnée brute, mais également d'en tirer de l'intelligence. Donc ça, c'est, on va dire, la partie collecte et la partie analyse. Ensuite, bien entendu, la partie ciblage, donc être capable de segmenter notre base client sur la base de tout un tas de critères. Donc ça peut être des critères qui sont très orientés campagne, type taux d'ouverture, etc., comportement de campagne. Ça peut être du comportement sur nos supports digitaux first party. Ça peut être lié à des enjeux de valeur client, c'est-à-dire des clients qui ont dépensé tant sur telle période ou justement qui n'ont pas dépensé tant sur telle période, ce genre de choses. Mais ce qui est clé en tout cas dans le ciblage, voilà, c'est qu'on a de plus en plus de cas de segmentation et de ciblage qui sont issus de sources de données et de bases de données qui ne sont absolument pas les mêmes. Donc demain, si on souhaite industrialiser ce type de segment, il va falloir s'outiller pour le faire. Et enfin, être capable d'activer sur l'intégralité des canaux. Donc que ce soit avec mon outil de marketing automation qui va être nativement connecté avec différents types de canaux d'activation, ou que ce soit d'autres outils qui nécessitent des connecteurs à développer pour aller activer. Alors, pour ce qui est de l'activation, ça peut être évidemment, bien sûr, de l'email, de la personnalisation sur site, de l'achat média. Voilà, ça peut être énormément de choses. Mais in fine, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de répondre à vos objectifs business et s'assurer que derrière, la mesure et la performance de vos campagnes sera à la hauteur. Donc voilà un petit peu pour notre vision du marché en tout cas et les enjeux et facteurs clés de succès sur ce type d'opération. Marc, je te laisse éventuellement introduire le baromètre. Et oui, parce que je vous sens impatient là, de voir le baromètre parce que c'est quand même pour ça que vous êtes venus. Donc on va lever le voile sur ce baromètre. Alors je tiens à dire que c'est une étude donc, qui a été faite pendant 3 mois, dont les résultats complets seront disponibles d'ici 1 mois. Là, c'est une étude, c'est un rendu partiel. Donc, vous aurez des livres blancs beaucoup plus riches avec toutes les données, tout le détail disponible d'ici 1 mois. Et il suffira de le demander sur le site actito.com. Alors, je tiens à préciser que nous n'avons pas été seuls pour organiser ce baromètre et nous remercions
nos partenaires qui se sont joints à nous pour avoir une couverture la plus large possible du marché. Et c'est aussi révélateur de l'esprit Actito, qui est un outil ouvert sur son écosystème. Donc nous vivons dans un écosystème large, et tous ces acteurs, que vous connaissez peut-être, sont des acteurs qui jouent un rôle dans la chaîne de valeur qui est soit avant, soit après Actito. Et donc nous avons rassemblé tous ces acteurs pour vous fournir un baromètre qui soit le plus riche et le plus pertinent possible. Encore merci à eux. Alors du coup, au niveau des premiers résultats, et puis, alors, peut-être juste un petit point méthodologique. Oui, effectivement, puisque c'est Columbus qui a fait l'analyse des résultats. Voilà, donc juste un petit point méthodologique. On est parti sur la base d'un questionnaire qui a été administré donc, à plus de 300 annonceurs. Donc dans ces 300 annonceurs, on va retrouver vraiment tout secteur et toute taille d'entreprise. Donc on a cette idée de croire que c'est un échantillon quand même qui est assez représentatif du tissu économique français. Et comme tu le disais tout à l'heure en introduction, c'est un baromètre qui a été effectué, qui a été calculé sur la base de questionnaires récoltés entre décembre 2018 et février 2019. Donc on estime que ça représente quand même une vision qui est relativement à jour sur toutes les questions qu'on a posées, et notamment une question de base, mais qui est quand même fondamentale, qui est de se dire aujourd'hui, en tant qu'annonceur, quelle est la part du budget digital dans votre budget marketing total. Alors là, ce qu'on observe de manière assez flagrante, en fait, c'est que pour plus de 60% des répondants, le digital représente au moins 20% des investissements. D'accord ? Donc, en fonction de là où on se situe, ça peut paraître élevé ou pas, mais ce qui est intéressant, et en l'occurrence ce que ne montre pas cette slide, c'est la dynamique dans laquelle on est. C'est-à-dire que, à notre sens, si on avait posé la question il y a 5 ans ou 10 ans, on aurait sans doute perdu 5 points ou 8 points par rapport à ces 20%. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est cette dynamique de rattrapage et de montée en puissance du digital dans les budgets. En tant que vieux dinosaure du web ayant commencé en 2001, je peux vous dire qu'en 2001, si on nous avait dit qu'il y avait des budgets qui étaient à 80% digitaux, à l'époque, on osait prétendre que ça atteindrait les 15%. On disait « Oh non, pas 15%, t'es fou, toi, 15% digital et la télé, toi, tout ça, non !» Voilà, aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est très majoritaire, puisqu'on voit des budgets jusqu'à 80%, et la grande majorité est entre 20 et 50%, et ça continue de monter. Parfait. Alors après, on est rentré dans une dimension un petit peu plus qualitative et on a posé en fait la question de savoir, quelles étaient vos priorités stratégiques, donc par rapport à cette dépense sur le digital, quel est justement le levier que vous souhaitez le plus travailler. Et ce qui a été répondu vraiment par près de 80% des répondants, c'est véritablement acquérir de nouveaux clients. Donc, quelque part, quel que soit le marché, quel que soit le secteur, aujourd'hui, on voit le digital, ce qui est assez logique en même temps avec toute cette audience qui est en train de switcher des médias traditionnels vers des médias digitaux, mais c'est de se dire, c'est là où sont les gens, et c'est là où, éventuellement, je peux acquérir de nouveaux clients. Et donc, derrière, ça va supposer tout un tas de choses et tout un tas de capacités, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va aller chercher de nouveaux clients sur le digital, il va falloir être capable, si on veut avoir une campagne qui soit un minimum héroïste, c'est être capable d'aller sur des campagnes de notoriété, par exemple, toucher des personnes qui ne sont pas clients de notre société. Et donc ça suppose être capable de les identifier, de les mettre en repoussoir dans nos outils et de pouvoir activer nos campagnes. Voilà. Et après, pour les autres objectifs, donc fidéliser mes clients, améliorer ma satisfaction, développer ma marque, ce qu'on constate, c'est que c'est clairement aujourd'hui un objectif secondaire, même si en termes de dynamique, on peut penser que tous ces sujets montent en puissance, chacun dans leur silo. Et le deuxième élément, c'est dans le cadre de l'amélioration du cycle de vie de vos clients, identifier votre niveau de maturité dans la mise en œuvre des campagnes ou des projets suivants. Donc en fait, la majorité de nos répondants estiment qu'ils ont un niveau de maturité, je dirais, suffisant, ou du moins plutôt bon par rapport au marché, pour ce qui est la satisfaction client et la connaissance client. Donc qui sont deux éléments qualitatifs, mais qui sont assez généraux. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on rentre dans des métriques qui sont un petit peu plus précises, pour ce qui est améliorer la segmentation, mieux manager la valeur client, travailler sur la réactivation, par exemple, des segments qui sont dits dormants,
Là, on a un petit peu moins de monde. Donc, cette photographie, elle est juste là pour montrer que voilà, sur des objectifs un peu globaux, à la fois d'acquisition, de satisfaction et de connaissance client, on a des marketeurs qui estiment faire des choses. Donc ça, c'est une excellente chose. Mais après, quand on rentre sur des, je dirais, sur des métriques un petit peu plus précises et sur des use cases, du coup, sur lesquels les volumes sont beaucoup moins importants, eh ben, on va avoir finalement peut-être un peu moins de ressources allouées par les annonceurs. Alors, ce slide illustre une chose, c'est quel est la question était quels sont les canaux que vous utilisez en priorité et la fréquence d'utilisation de chaque canal. Et donc, on demandait est-ce que c'est extrêmement souvent, relativement souvent, pas très souvent ou jamais. Et aux surprises, qu'est-ce qu'on voit en number one? Notre ami, le fameux email marketing. Alors, pour les fans de Game of Thrones qui attendent impatiemment lundi prochain comme moi, Jon Snow, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une blague d'initié, hein, désolé pour les autres, mais Jon Snow est revenu d'entre les morts et il est revenu encore plus fort. Ben, c'est comme l'email. L'email, ça fait 15 ans que j'entends dire que l'email est mort, que l'email va mourir, que ça y est, il est mort. Ah ben non, en fait, non, il n'est pas mort. Il est revenu, ah ben il est encore plus fort. Et dans les discussions qu'on peut avoir avec nos clients, eh ben, l'email n'a jamais été aussi fort lorsqu'il est bien utilisé. Évidemment, les gens qui vous disent « Ah non, l'email c'est mort, de toute façon, mes campagnes sont nulles, j'ai des taux d'ouverture à 5%, c'est naze », ouais, c'est parce qu'ils font de la masse et ils ne cherchent pas à optimiser le canal comme il peut l'être. Voilà. Ceux qui l'utilisent bien, on a un client par exemple chez qui on a fait une business review et on est arrivé en disant qu'il doit y avoir une petite erreur parce qu'on a des taux d'ouverture moyens de 45% sur des envois quand même relativement massifs. Ben non, c'était les vrais chiffres, 45%, parce que audience impliquée, parce que personnalisation aboutie, et parce que ton et fréquence pertinente. Voilà. Donc quand ça marche, quand c'est bien fait, ça marche. Et à côté de ça, évidemment, le trio gagnant, c'est email, site web indispensable, pardon, et réseaux sociaux, qui restent un élément utilisé en priorité. Après, il y a tout un tas de canaux qu'on va qualifier de canaux émergents ou des canaux un peu plus exotiques, comme les applications de messagerie instantanée. On parle beaucoup de l'ouverture de WhatsApp, par exemple, qui est une réalité, mais qui est une réalité émergente. C'est-à-dire que c'est vraiment le tout début. Et encore, avec des conditions d'utilisation beaucoup plus strictes et encadrées et beaucoup plus onéreuses que l'email. Donc c'est comme le SMS. Le SMS, ça fonctionne bien, mais dans certains cas de figure, et ça a un coût très élevé. Donc ça veut dire que ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. C'est pour ça que vous avez très peu de gens qui disent l'utiliser souvent. Donc il faut utiliser les canaux qui sont pertinents pour vous, mais ne jamais oublier qu'au final, si vous ne travaillez pas bien l'email, vous avez raté quelque chose. Et puis ça se confirme évidemment lorsqu'on pose la question du ROI. Encore une fois, on ne fait pas tout ça pour ramasser des médailles, on fait tout ça pour augmenter le chiffre d'affaires. Encore une fois, le meilleur ROI est de très loin. Ce n'est pas légèrement meilleur, c'est une note de 6,3 quand vous avez les autres qui sont au mieux à 4,6, à 3 ou à 2. Donc ça veut dire qu'il y a une unanimité pour dire que le meilleur ROI, c'est, encore une fois, l'email. Voilà. Et les chatbots, le clienteling, je ne dis pas que ça ne doit pas être pris en compte. C'est juste qu'aujourd'hui, n'attendez pas un ROI dessus parce que ce sont des canaux émergents qui n'ont pas encore atteint la maturité et l'expertise pour être exploités à fond, mais qui doivent être considérés comme potentiellement des relais de croissance du futur. Alors, autre élément intéressant de ce baromètre, c'est évidemment la question des outils utilisés. Et je dirais que sans surprise, le CRM est encore très bien positionné et arrive très haut en fait, dans la réponse spontanée. Alors pourquoi sans surprise? On estime qu'il y a deux raisons. Il y a une première raison qui est assez évidente, c'est l'antériorité du CRM sur les autres outils digitaux. Ça fait plusieurs dizaines d'années que ce marché existe. On a un taux de pénétration aujourd'hui, je dirais, de quasi 100% si on prend toutes les entreprises, et a fortiori celle de notre panel. Donc c'est un outil qui est encore prépondérant et surtout qui est encore structurant d'un point de vue organisationnel et plus précisément d'un point de vue organisation marketing. Ça, c'est le premier élément. Et ce qui peut expliquer aussi la prééminence du CRM aujourd'hui, c'est un deuxième élément qui est un peu plus contemporain,
qui est le fait qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on observe en tout cas, c'est que les annonceurs, pour ce qui est des campagnes d'acquisition ou des campagnes de personnalisation, vont se baser davantage sur de la donnée first party que sur de la donnée second ou de la donnée third party. On a eu la grande mode de la DMP il y a 3 ans, qui par définition travaille énormément de données anonymes et de données digitales, et qui donne aussi un accès en fait, à des places de marché de données third party pour exécuter des campagnes, notamment dans le cadre de l'univers programmatique, et avec finalement des retours sur investissement qui ont été plus ou moins bons, plus ou moins mauvais, ça dépend comment on regarde. On est à 19% de pénétration. Voilà, exactement. 19% disent avoir une DMP. Tout à fait. Et en fait, ce qui se passe, nous, ce qu'on a observé sur le marché, c'est qu'il y a une sorte pas de désillusion, mais en tout cas de se dire, voilà, moi j'ai beaucoup investi sur ma DMP, j'ai beaucoup acheté de la donnée externe, dont je n'avais pas forcément d'idée sur vraiment la qualité exacte de cette donnée. 2, avec le RGPD qui est arrivé, j'avais pas forcément d'idée sur la manière dont cette donnée est collectée, est-ce qu'elle est propre ou pas. Et donc, il y a un véritable, on observe en tout cas un virage sur le marché et un véritable retour des annonceurs sur la donnée qui leur appartient, qui est la donnée first party. Donc, à la fois, je dirais, du first party nominatif, type CRM, mais à la fois du first party digital. Et donc, du coup, c'est ce qui expliquerait, en tout cas à notre sens, cette prééminence aujourd'hui du CRM et a fortiori de la convergence du CRM et du digital avec des solutions qui demain seront les Customer Data Platform. Je te laisse, Marc, finir sur la dernière analyse de ce baromètre. Alors, un point important des actions et des programmes marketing, ce sont les programmes de fidélisation, où on voit que à peu près 30% des annonceurs interrogés disposent déjà d'un programme de feed. Donc ça, c'est la première chose. Et que pour ceux qui en disposent, la dimension relationnelle est présente dans 36% des cas. Alors, c'est quoi la dimension relationnelle? Tout simplement, vous avez l'historique des programmes de fidélisation, ce sont les programmes transactionnels, basés sur vos achats. 10 € égale 1 point, etc. Ce genre de mécanique. Les dimensions relationnelles va prendre en compte vos visites sans achat, vos visites sur le site web, vos visites en magasin, vos interactions avec le service client éventuellement, etc. Donc, toutes vont essayer de prendre en compte tous les aspects de relation parce que vous pouvez être un client actif avec une marque sans forcément acheter immédiatement ou avoir acheté dans un passé récent. Et donc, c'est cette dimension relationnelle qu'il faut aussi, d'une manière ou d'une autre, récompenser parce que ces clients qui ont une relation très intense avec vous, ce sont aussi vos meilleurs ambassadeurs. Voilà. Et du coup, si on veut maintenant résumer ce qu'on s'est dit, alors déjà, la première chose, c'est qu'il y a cette priorité sur l'acquisition qui, moi, me fascine toujours parce que ça fait des années, des dizaines d'années qu'on dit, vous savez, ça coûte beaucoup plus cher d'acquérir un nouveau client que de faire de la fidélisation. Vous devriez investir en fidélisation. Ouais, non, mais la réalité, c'est que quand on fait ces plans marketing, on a besoin de faire rentrer du client et donc on a besoin de mettre des budgets en acquisition et ça reste la priorité number one. J'étais encore chez un client la semaine dernière qui me disait tous les jours, j'ai 90% de nouveaux clients. Bon, après, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un client finalement? Parce que est-ce que quelqu'un qui a acheté sur votre site web il y a 3 ans est encore considéré comme un client? Est-ce que quelqu'un que vous achetez à Google alors qu'il vous a déjà acheté il y a une semaine, c'est un prospect que vous acquérez? Non, c'est un client que vous avez racheté à Google. Bon. Donc, la notion de client et de prospect, elle est devenue extrêmement floue et c'est finalement un espèce de continuum. Donc, il faut se méfier des chiffres quand on qualifie acquisition versus fidélisation. Ce n'est pas noir-blanc. Et du coup, oui, il y a beaucoup d'actions et d'investissements qui sont centrés sur les clients parce que tout le monde reste quand même persuadé que c'est là que se trouve la mine d'or qu'on va pouvoir rentabiliser. Parce que acheter des clients à Google, tout le monde sait que ce n'est pas rentable. Il n'y a que Google qui gagne de l'argent dans l'histoire. Bon. Donc autant travailler ces clients une fois qu'on les a et les fidéliser. Et donc pour ça, investir. Enrichir sa donnée first party, comme tu disais. Donc la donnée first party, c'est sa donnée, mais il faut l'enrichir avec des données externes. Pas hésiter à la qualifier et à aller chercher des bases qui vont permettre de mieux renseigner ces données, parce que très souvent, nous, on voit des clients qui ont des données assez nues et qui, malheureusement, ne peuvent pas en faire grand-chose, alors qu'il y a des moyens qui existent pour enrichir une donnée existante.
Et puis, tous les nouveaux canaux, tout ce qu'on entend autour de l'intelligence artificielle, des CDP, des chatbots, des messages instantanés, tout ça, ce sont des sujets qu'il faut avoir à l'œil, mais il ne faut pas croire, que ça va être le Saint Graal et que ça va révolutionner votre marketing, parce que ça demande beaucoup d'efforts et d'expertise et d'investissement. Et puis 2, il ne faut pas concentrer trop d'efforts non plus sur ces canaux-là, en oubliant ce qui vous fait gagner de l'argent au quotidien, tous les jours, dans vos business. Bah voilà. Merci. Voilà, merci à tous. Je pense qu'on est à peu près dans le timing. Ouais, il me semble aussi. Alors, si vous souhaitez poursuivre Donc, la discussion... si vous avez des questions, il reste encore 5-10 minutes pour des sessions de questions-réponses. Et sinon, n'hésitez pas à venir nous retrouver à la sortie. On sera ravis d'avoir un échange avec chacun d'entre vous. Merci. Merci à vous.